Bonjour à tous et à toutes. Notre classe de 3e défense et sécurité globale a travaillé tout au long de l'année sur le parcours de 2 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, messieurs Henri Wener et André Roudot. À l'aide de leurs précieux témoignages et de nos recherches, nous avons reconstitué leur parcours que nous allons vous présenter sous forme de récits, de poèmes et d'illustrations. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Ami, entends-tu les vols noirs des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Et les larmes. Monsieur Roudot est né le 14 juin 1926 à Ploubalzanec, dans les Côtes du Nord. En début 1944, André Roudot a rejoint son frère qui avait intégré dès 1943 le maquis de Pléguien, qui était relié au réseau Shelburne. Dans le maquis de Pléguien, ils étaient 50 résistants. Petite anecdote, il était le plus jeune. Il vivait au jour le jour avec des conditions de vie rustiques. Leur mission était de sécuriser les opérations d'exfiltration des aviateurs britanniques sur la plage Bonaparte à Ploua. Deuxième anecdote, M. Roudot a rencontré le père de Jane Birkins, alors officier de la Royal Navy. Durant l'été 1944, les territoires encore occupés par les nazis subissent d'abominables atrocités alors que les libérations de villes se succèdent. La libération de Saint-Brieuc puis Guingamp. Les groupes de la Wehrmacht étaient fébriles et revanchards. Elles avaient notamment massacré des résistants FTP rassemblés à Plélo et 3 civils ont été torturés puis exécutés. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Le 6 août, les maquisards du maquis de Pléguien se sont dirigés vers Châtellerault. Car à Papol, la résistance des Allemands était trop forte. En arrivant à Ploua, ils se sont confrontés à une compagnie d'Allemands et de Russes. Après quelques tirs échangés, ils se sont repliés et ont passé la nuit à se cacher des Allemands. 2 officiers canadiens rattachés au réseau Shelburne ont réussi à contacter une unité blindée américaine qui progressait en direction de Brest. Un chef de peloton de cette unité blindée avait pris l'initiative de se dérouter vers Plélo avec 3 chars. Les Américains ont libéré la ville et sauvé les résistants d'une mort certaine. Après que Paimpol a été libéré, les résistants volontaires ont été appelés à aller vers l'Orient, qui était sous occupation allemande. Avec quelques camarades, André Roudot s'est rendu dans le front de l'Orient, plus précisément dans les communes de Kervignac, Caudan et de Landévent. Leur mission n'était pas passionnante, ça consistait à créer un blocage sur la poche de l'Orient. Ils n'ont même pas vu un seul Allemand. La vie au quotidien était rude et les conditions de vie précaires. En février 1945, lassé de cette mission monotone, André Roudot a profité d'une liaison organisée par une entreprise qui était plus ou moins rattachée au maquis pour rentrer chez lui. À l'heure où la vidéo est postée, André Roudot n'est pas mort et vit toujours dans les Côtes d'Armor. Henri Wener est né en 1921 à Plouigneau dans le Finistère. Il habita dans la maison de sa grand-mère jusqu'à ses 4 ans à Saint-Brieuc, alors que ses parents travaillaient à la capitale. Ces derniers revinrent en Bretagne quelques années plus tard et emmenèrent Henri avec eux à Saint-Mandé. Quand sa mère décéda à ses 12 ans, son père le renvoya chez sa grand-mère à Saint-Brieuc. Il fut inscrit à l'école Curie, puis à Saint-Charles où il eut son certificat d'études. À ses 17 ans, Henri s'inscrivit dans une école technique. Durant cette période, il parlait régulièrement de la guerre d'Espagne avec ses camarades de classe. De même, le père de l'un de ses amis, Yvan Pageot, parle allemand et se tient au courant de l'actualité allemande. C'est avec Yvan qu'il entend parler d'Hitler, de la construction d'armes et d'une guerre qui allait éclater.
Henri Vénère finit ses études techniques en 1939. Il voulait poursuivre ses études à Nantes pour entrer dans une école d'ingénieurs. Mais la guerre a commencé et cela bouleversa ses projets. Son père lui a dit « Écoute mon garçon, je suis obligé de quitter la maison où je travaille. Ses patrons sont anglais et ils retournent en Grande-Bretagne. » Henri partit travailler chez un électricien, puis dans un laboratoire qui distribuait de l'énergie, la société Lebon. Malheureusement, le chef du laboratoire fut mobilisé et M. Vénère n'apprécia pas l'adjoint. Il partit alors pour travailler dans une boutique, toujours dans le domaine électrique. Bon résistant de 20 ans, le très jeune Henri Vénère paraît pour la guerre. Henri Vénère, prêt pour la guerre, guerre dont vous n'êtes pas fier. Vous avez été résistant pendant longtemps, vous êtes allé au combat, mais pas sur le champ. À vélo ou à moto, pas pris par la Gestapo, contrairement à votre ami Yvon Pajot. En mai 40, la guerre devient violente. Les Allemands ont avancé, prêts à attaquer. Une guerre bouleversante et très fatigante. Des deux côtés, les soldats sont éreintés. Ces pensées qui vous hantent et vous tourmentent. Mais vous continuez à résister. Votre grand-mère vous a vu partir. Elle avait peur de ne pas vous voir revenir. Mais il vous a fallu 4 tentatives pour réussir dans l'art de l'esquive. Avec des rancœurs. Avec ses amis, il est si vite parti, loin de sa famille. Ne pouvant pas quitter la France occupée par bateau, Henri et ses amis traversèrent le pays en train. Ils partirent de Saint-Brieuc jusqu'à Rennes, où ils rejoignirent Anne qui venait de Paimpol. Tous ensemble, ils prirent un train pour aller jusqu'à Bordeaux. Parti un peu trop vite, les bagages légers, des papiers récupérés, vélo sous le bras. Là-bas, ils passèrent une nuit dans un petit hôtel car le trajet était long. Le lendemain matin, ils retournèrent à la gare pour partir à Bayonne. Ils reprirent un genre de tramway qui les emmène jusqu'à Saint-Étienne-de-Bégory. Quand ils descendèrent du train, ils ont vu un groupe de personnes qui étaient là pour tourner le film Au Levant. Après être sortis de la gare, ils marchèrent quelques kilomètres dans les montagnes pour installer leur tente. Avant qu'ils s'installent, 2 officiers allemands les ont surpris en demandant leurs papiers. Henri Vénère et ses amis donnèrent leurs papiers, mais quand les officiers allemands partirent avec les papiers, ils commencèrent à stresser. Quelques heures plus tard, 2 autres officiers arrivèrent, mais un des 2 parlait français. Après cela, ils se sont préparés à traverser les Pyrénées et ont grimpé pendant la nuit. Ça passe ou ça casse, tout le stress qui monte, tellement peur de se faire prendre, papier en règle, ouf. Lorsqu'ils furent arrivés en haut de la montagne, ils entendirent des chiens et virent des lumières en bas de la montagne. Heureusement pour eux, il pleuvait, donc ils n'avaient pas à se soucier que les chiens les entendent et les suivent. Quand ils arrivèrent à la frontière, ils virent que les carabiniers jouaient aux cartes, donc n'eurent qu'à se baisser pour passer la frontière sans qu'ils les voient. Ils étaient très fiers. Peu de temps après, il fallut trouver un endroit où dormir, et, par chance, ils trouvèrent une grange dans laquelle ils passèrent la nuit. Le propriétaire les a gentiment aidés en leur offrant un jour de repos de plus, avant de partir pour l'Espagne, dans le village d'Irun. Michel conseilla alors d'aller dans une école, car elle pourrait bien les accueillir. Finalement, ils furent accueillis dans un collège de garçons qui les reçut très bien. Ils eurent un vrai repas et du bon vin. Lorsqu'ils quittèrent l'école, ils avaient des papiers pour aller jusqu'à Saint-Sébastien, afin de se rendre dans un consulat anglais. Ils n'eurent pas de mal à le retrouver et à se faire recevoir par le consul. La secrétaire leur donna finalement un contact pour les aider. Ils devaient aller sur la plage pour rencontrer cette fameuse dame, qui arriva et les hébergea chez elle pendant 3 jours. Ils voulaient aller à Gibraltar, donc devaient passer par Madrid. La dame leur trouva 3 tickets pour Madrid. Elle les accompagna à la gare et leur dit d'essayer de parler espagnol. Heureusement, Michel avait quelques notions d'espagnol qu'il avait appris à l'école, donc comprit un peu. En gare de Madrid, tous 3 arrivés, observés par des Espagnols armés, après quelques pièces espagnoles données, un porteur les emmène au consulat.
Pas facile d'y entrer, mais c'est passé, et ça, grâce à un Français basé là. Monsieur Bretz les confie à une jeune dame qui les héberge 15 jours dans le calme. Un petit problème pour Monsieur Vénère, la voiture tombe en panne, c'est la galère. Pour eux, 3 jours d'attente supplémentaire, valise diplomatique dans leurs affaires. Déposés tous les 3 à Séville, Anne nous quitta avec ses béquilles. 15 jours plus tard, elle rejoint les Anglais et des carabiniers nous surveillaient. Fixés par 2 carabiniers espagnols, traverser le Guadalquivir en cargo, dans une chaudière où séjournait notre trio, en juillet 50 degrés, très gros bémol. Pour nous, un grand soupir de soulagement, la terre ferme rejoignirent les carabiniers, des Français et des Anglais, c'était le pied, alors nous avons mis notre équipement. Arrivé 1 semaine à Gibraltar, on avait retrouvé la liberté, maintenant nous n'étions plus des fuyards, nous étions en totale sécurité. Monsieur Vénère embarqua sur un transport de troupes se nommant Elephant and Castle à Gibraltar jusqu'en Écosse. Le voyage dura une bonne semaine. Lors de ce voyage, ils furent suivis par un sous-marin ennemi. Ils ouvrirent le feu sur ce dernier et purent s'enfuir. Au bout de quelques jours de traversée, ils arrivèrent enfin. Ils prirent le train en direction de Londres sous la surveillance des Anglais. Arrivés à Londres, ils ont dû passer plusieurs tests pour prouver leur identité. Le Patriotic School était le bâtiment où ils se trouvaient. Pendant 8 jours, ils ont dû passer des tests écrits et oraux pour confirmer leur identité. Après avoir prouvé leur identité, ils purent rejoindre un camp de Français se situant dans la banlieue de Londres-Camberley. C'est l'endroit où il fit ses classes. Peu de temps après avoir fini sa formation, il fut muté dans un nouveau peloton, dont il était le responsable au point de vue entretien mécanique. Ce peloton avait pour nom le peloton moto. Le peloton moto était plutôt bien équipé, il était composé de 15 motos et 4 sidecar américaines. Il était aussi chargé de former les nouveaux qui arrivaient dans son service. Monsieur Vénère n'était pas un homme très discipliné. Il eut plusieurs punitions, comme des pertes de rémunération. Lors d'une permission, il alla voir un défilé en l'honneur du général Giraud. Là-bas, il rencontra une femme anglaise qui fut sa petite amie durant plusieurs années. Monsieur Vénère a accompagné une compagnie d'artillerie en moto à Stonehenge, puis est revenu au camp. De Gaulle s'est installé à Londres vers 1943 et les forces françaises ont demandé à Monsieur Vénère d'être avec un autre camarade motocycliste pour être agent de liaison. Il a été muté en agent de liaison pendant 4 ou 5 mois. Le général de Gaulle repart en Afrique du Nord et cette dernière est partiellement libérée. À ce moment-là, il a été déployé avec le général Koenig. Monsieur Vénère a débarqué en France fin août 1944 avec le général Koenig, qui était responsable de toute la sécurité parisienne. Ce poste avait un nom, mais il ne s'en rappelle plus. Au moment de l'armistice, il a demandé à quitter l'armée. On lui a proposé une affectation à la gendarmerie qu'il a refusée car il ne se trouvait pas assez discipliné. Encore aujourd'hui, Monsieur Vénère continue son travail historique pour perpétuer la mémoire. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour de vrai un vendredi après-midi. Il est venu dans notre classe défense pour nous raconter une partie de son épopée. Aventure, histoire, souvenirs, rire, émotion, tout y était. Nous avons pu ensuite poser toutes les questions qui nous passaient par la tête. Il a mis du temps à nous répondre, toujours à l'écoute et avec le sourire. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place, à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute, nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Et voici donc la fin de notre reconstitution de leur parcours. Nous espérons que vous avez apprécié notre travail. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes,